Mark Zuckerberg, Bill Gates ou encore Steve Jobs, tout le monde connaît le nom de ces grands génies qui ont créé les plus grandes entreprises du monde, mais pourtant très peu de monde connaît celui de Daniel Ek et de Martin Lorentzon qui ont ensemble créé la plus grande plateforme de streaming musical, Spotify. Leader du streaming musical avec presque 500 millions d'utilisateurs en 2023, Spotify est devenu l'une des applications les plus téléchargées dans le monde. Loin devant son concurrent américain Apple Music ou encore le français Deezer, Spotify est devenu en moins de 10 ans un indispensable dans le quotidien de millions de personnes. Et pourtant, vous allez me dire, on ne connaît pas grand-chose sur cette entreprise suédoise, car oui, Spotify est suédois. Alors oui, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'au fond, l'histoire de Spotify mérite d'être racontée? Eh bien, figurez-vous que si j'en fais une vidéo, c'est que la réponse est oui. Car vous allez voir que l'histoire de la plateforme est très intéressante, tout comme l'histoire de ses créateurs qui ont eu une vie plutôt atypique. Surtout pour l'un d'entre eux. Dans cette vidéo, je vous propose donc de revenir sur l'histoire et sur la création de la plus grande plateforme musicale actuelle, j'ai nommé Spotify. Pour commencer notre histoire, j'ai besoin tout d'abord de vous remettre dans le contexte. Car à l'époque, pour écouter de la musique, on n'achetait plus forcément des vinyles, mais bel et bien des CD. Malgré tout, c'est quand même revenu à la mode des années plus tard, et pour preuve, j'en ai un juste derrière moi. Car oui, à l'époque, les CD, c'est le truc populaire que tout le monde achète, et c'est comme ça qu'on va rémunérer les artistes. Car dites-vous aussi qu'à l'époque, YouTube n'existait pas encore, car ça n'a été créé qu'en 2005. Mais en 2001, un nouveau logiciel créé par Apple va faire son apparition, et ce logiciel, on le connaît tous, car c'est iTunes. Car Steve Jobs, le créateur d'Apple, c'est un visionnaire et il comprend très rapidement que les habitudes de consommation évoluent et que le numérique va prendre de plus en plus d'ampleur, notamment avec l'arrivée d'Internet. Car je vous rappelle qu'on est au début des années 2000 et qu'à cette époque-là, le monde digital, c'est encore très méconnu. Mais pourtant, Steve Jobs, il sait que le numérique va devenir un phénomène gigantesque et il avait raison. Et c'est pour ça qu'en 2001, il va créer iTunes, car à l'époque, il s'est rendu compte que les gens, et notamment les Américains, gravaient beaucoup de CD. Car oui, à l'époque, tu pouvais graver un CD qui était vierge et donc en faire des playlists. Et selon Walter Isaacson, qui a écrit un livre biographique sur Steve Jobs, le nombre de CD vendus aux États-Unis atteignait les 320 millions, alors que le pays ne comptait que 280 millions d'habitants. En gros, pour vous expliquer un peu le processus, t'achetais un CD vierge avec aucune musique dessus, tu le gravais et après t'avais plusieurs musiques dessus. Mais à l'époque, c'était cher, c'était long et donc c'était chiant. Et en plus de ça, Steve Jobs, il se rend compte qu'à l'époque, le téléchargement illégal avait atteint des records, que ce soit pour les films, pour les séries, mais surtout pour les musiques. Et il le sait, les gens qui téléchargent illégalement ne le font pas par plaisir, mais le font surtout parce qu'il n'existe aucune autre alternative légale. Alors oui, vous allez me dire, il y a le CD à graver, mais encore une fois, c'est cher, c'est long, donc c'est chiant. Et donc, après tout ce brainstorming, il lui vient une idée de génie, celle de créer une boutique virtuelle en ligne de musique, notamment iTunes. À son ouverture, la plateforme contient 200 000 morceaux et chaque musique est vendue au prix de 99 centimes. En gros, t'achètes la musique, tu la télécharges et après, elle est à toi et tu peux l'écouter autant de fois que tu veux. Mais bon, vous l'imaginez bien, suffit que tu veuilles télécharger tout un album, t'atteins facilement les 10, les 15 euros. Et après, suffit que tu veuilles télécharger toute la discographie d'un album, bah alors là, laisse tomber, c'est beaucoup trop cher. Au début, iTunes est seulement lancé aux États-Unis, puis après, ça se déploie dans de nombreux pays au vu de l'immense succès. Mais aussi, au début, l'application est seulement présente sur Mac, puis après, ça s'étend aux iPods, aux MP3 et surtout à Windows. Bref, c'est un immense carton, ce qui explique pourquoi l'application est développée dans d'autres pays et sur d'autres supports. Mais vous allez me dire, Spotify, dans tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Car pendant ce temps-là, à l'autre bout du globe, à Stockholm, en Suède, on a deux mecs, Daniel Ek et Martin Lorentzon, qui sont un peu paumés dans leur vie. Car ils recherchent surtout de nouveaux projets à accomplir et depuis des semaines, ils se sont enfermés chez Martin et passent leur temps à mater des films comme Le Parrain et surtout à écouter de la musique sur iTunes. Et c'est là qu'ils ont une idée de génie. Car on a toujours le problème de l'argent et acheter une musique à 99 centimes, la télécharger, ça devient rapidement très cher. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est surtout démocratiser la musique
et créer donc une plateforme où les musiques seraient disponibles sans téléchargement, et c'est là qu'il décide donc de créer Spotify. Mais attendez, là, on va un peu trop vite. Parce que Daniel et Martin, c'est pas non plus des mecs lambda qui décident, hop, du jour au lendemain, oui, je ne sais pas claquer les doigts, qui décident du jour au lendemain de créer une application, car tous les deux, ils ont, comme on dirait, un background. Et c'est pour ça que je vais commencer par vous présenter Daniel Ek. Et vous allez voir que ce mec a quand même eu une vie plutôt atypique. Car Daniel Ek naît le 21 février 1983 à Stockholm, en Suède. Et il connaît une enfance plutôt classique. À l'âge de 5 ans, il reçoit son premier ordinateur et une guitare. Ces deux cadeaux qui mélangent technologie et musique sont assez anecdotiques quand on connaît l'entreprise qu'il va créer des années plus tard. Bref, Daniel apprend à jouer de la guitare et joue aux jeux vidéo sur son ordinateur, et en grandissant, il va commencer à s'intéresser au code et à la programmation dans le but justement d'améliorer ses jeux vidéo, mais pas que. Car il est tellement chaud qu'à l'âge de 13 ans, il va commencer à créer ses premiers sites internet. Et Daniel, il se dit même qu'il pourrait vendre ses services à différentes entreprises. Et bien c'est ce qu'il va faire, car à 14 ans, en 1997, il va créer sa première entreprise de création de sites internet. Et je vous rappelle qu'il n'a que 14 ans. Moi à 14 ans, je jouais à Minecraft. Au début, il facture ses clients à 100, 200 $, ce qui est une très grosse somme pour lui à son âge, mais pourtant ce qui est très peu cher pour une création de site internet. Et à l'époque, son entreprise, elle cartonne, car Daniel est très malin et sa technique, c'est de casser les prix. Car alors que ses concurrents facturent 50 000 $ pour un site, lui ne demande que 5 000 $ pour un gros volume. Le succès est donc considérable. Et il va même jusqu'à gagner 15 000 $ par mois à seulement 14 ans. Pour développer son activité, Daniel recrute des élèves de sa classe pour travailler sur son projet dans le local informatique de son école en échange de jeux vidéo. Et les parents de Daniel, ils sont pas bêtes et ils ont commencé à remarquer son activité lorsqu'il a commencé à se ramener à la maison avec des gros écrans plasma. Voilà, c'est Daniel qui ralasse ses parents. Mais malgré le succès de son entreprise, à 16 ans, il n'a qu'un rêve, celui de travailler dans cette nouvelle start-up américaine dont tout le monde parle, un certain Google. Malheureusement, il ne sera pas retenu car il est trop jeune et que le recruteur de Google à l'époque lui avait conseillé de d'abord faire des études. Et étant donné que c'est un rêve pour lui de travailler pour Google, Daniel est très frustré et je cite ces mots: « Qu'ils aillent se faire foutre, je vais construire un meilleur moteur de recherche, ça ne peut pas être si compliqué. » Ni une ni deux, il va alors créer un moteur de recherche qu'il va revendre des années plus tard à une société suédoise. Voilà, Daniel, il ne parle pas, il agit. En parallèle de tout ça, après avoir été diplômé de son lycée en 2002, il va étudier l'ingénierie, mais va finir par abandonner ses études au bout de seulement 8 semaines, car il trouve la formation trop théorique. Et alors qu'il n'a que 20 ans, il va créer une nouvelle entreprise, cette fois-ci spécialisée dans le marketing, Advertigo. Il va finir par la revendre 3 ans après à la société Trade Daubler pour 2 millions de $. À 23 ans, Daniel Ek est déjà millionnaire, et avec cet argent, il va s'acheter un appartement au cœur de Stockholm et une Ferrari Modena rouge cerise dont il a toujours rêvé. Il mène alors un train de vie assez hypé, fait des soirées en compagnie de gens très influents, mais ce mode de vie luxueux complètement différent de ce qu'il a connu ne lui convient pas et tombe petit à petit dans la dépression. Seulement 1 an plus tard, il va vendre son appartement et sa voiture et va tout plaquer pour aller s'installer dans une cabane en bois près de la maison de ses parents. Complètement déprimé, il passe son temps à jouer de la guitare et à s'interroger sur son avenir. Et un jour, alors qu'il est de passage à Stockholm, Daniel Ek va faire la rencontre de Martin Lorentzon. Mais cette personne n'est pas inconnue pour lui, car Martin, c'est le cofondateur de Trade Daubler, qui lui a racheté sa société des mois avant. Les deux discutent et se rendent compte qu'ils ont pas mal de points communs. Car comme Daniel, Martin a besoin de nouveaux challenges et se questionne sur son avenir. Et c'est là qu'il décide de s'enfermer dans l'appartement de Martin, à regarder des films et à écouter de la musique sur iTunes. Mais ça, vous le savez déjà. Mais attendez, avant qu'on continue, c'est quand même important d'en savoir un peu plus sur le cofondateur de Spotify, Martin Lorentzon. Martin Lorentzon naît le 1er avril 1969 à Marieholm, une toute petite ville de Suède. Bon, je vais pas vous mentir, Martin il a pas des anecdotes aussi fun que celles de Daniel, mais c'est quand même quelqu'un.
Car quand il est à l'école primaire, il disait à ses camarades de classe qu'il deviendrait milliardaire en vendant une boîte d'allumettes à chaque Chinois, car à l'époque, la Chine venait à peine de dépasser le nombre d'1 milliard d'habitants. Très ambitieux ce Martin. Il a toujours été quelqu'un de sérieux, que ce soit au lycée ou dans les études supérieures, il a toujours privilégié l'école, car s'il y avait une fête avant un examen, il mentait toujours en disant qu'il était malade et restait à la maison pour réviser. Après le lycée, il est allé à l'université pour y suivre principalement des cours d'économie, et après ses études, il a fini par déménager à San Francisco pour atterrir dans le berceau de la technologie, la Silicon Valley, pour y occuper un poste de direction chez Alta Vista, un moteur de recherche américain. Après cette expérience, il a fini par trouver un emploi dans une société d'investissement appelée Celventure, où il y rencontre Félix Agneau, le fils des propriétaires d'une ligne de vêtements suédoise appelée Joy. Entre les deux, le courant passe bien, et ayant tous les deux la volonté d'entreprendre, ils finissent par créer ensemble l'entreprise Trade Doubler en 1999. Avec cette entreprise, l'objectif est de proposer des solutions de marketing à la performance aux annonceurs et aux éditeurs. Et le succès est immédiat. Au cours de l'année 2000, Trade Doubler se lance sur les principaux marchés américains et finit par atteindre des chiffres impressionnants, car à la fin de cette année, le réseau comptait plus de 260 programmes d'affiliation et plus de 70 000 affiliés. Mais un peu lassé de tout ça, Martin a fini par vendre ses actions Trade Doubler pour environ 70 millions de dollars, et peu de temps après, il est retourné en Suède après une dizaine d'années à l'étranger. Et au vu du succès, l'entreprise finit par acquérir en 2006 Advertigo, l'entreprise créée par Daniel. Et c'est donc comme ça que Daniel Ek et Martin Lorentzon vont se rencontrer, mais ça encore une fois, vous le savez déjà. Mais maintenant que vous connaissez tout sur l'histoire de Daniel Ek et Martin Lorentzon, revenons à notre histoire. Car encore une fois, bon, je vais pas vous le redire, ils sont dans l'appartement en train de regarder le parrain écouter de la musique sur iTunes et ils ont donc l'idée de créer Spotify. Et pour vous expliquer un peu le contexte, Spotify débarque en 2008 dans un contexte assez particulier. Car la vente de CD est en baisse depuis des années, car on est en plein milieu de l'ère digitale, mais surtout en plein milieu de l'ère du piratage. Car qui n'a jamais téléchargé un film, une série ou des musiques illégalement? Moi la première, je ne faisais que ça, même des séries que je ne regardais pas, je les téléchargeais juste pour me prouver à moi-même que je pouvais hacker le système. Bon, un jour j'ai fini par recevoir une lettre d'Adopi et là je peux vous dire que je me pissais dessus. Bien que le piratage soit présent depuis des années, c'est vers 2008 qu'il a vraiment atteint son pic, car les sites sont très nombreux, The Pirate Bay, Napster ou encore Mega Upload. Et donc avec tout ça, quand Spotify débarque en 2008, c'est l'une des seules alternatives au piratage de la musique. Nos deux entrepreneurs se lancent donc dans la création de Spotify, et avec deux esprits aussi brillants comme celui de Daniel Ek et Martin Lorentzon, la création de Spotify devrait être facile. Car si la création d'une plateforme ou d'une application est un jeu d'enfant pour un mec comme Daniel, ils vont rencontrer un sérieux problème, et ce problème, ça s'appelle les droits d'auteur. Car vous le savez très bien, on ne peut pas utiliser une œuvre qui ne nous appartient pas, que ce soit des films, des séries ou des musiques. Tout est supervisé par ce qu'on appelle les droits d'auteur. Par exemple, quand je vous fais une vidéo sur un artiste et que j'utilise des musiques de cet artiste, logiquement je ne serai pas monétisée et tout l'argent que je gagne revient à cet artiste. Mais après, ça c'est normal. Donc vous imaginez bien que Daniel et Martin ne peuvent pas utiliser des musiques sans le consentement de l'artiste. Ils leur expliquent leur projet, sauf que leur idée à l'époque, elle est totalement gratuite, et quand les maisons de disques entendent ça, ils leur rigolent au nez et ne veulent pas leur céder les droits musicaux. Mais étant témoins de la hausse du piratage et de la naissance du streaming, les maisons de disques ont fini par comprendre que ce genre de plateforme pouvait être une opportunité. Après 2 ans de négociations, Daniel et Martin finissent par convaincre les plus grandes maisons de disques de leur céder leur catalogue de titres tout en garantissant une rémunération aux labels et aux artistes. Daniel et Martin finissent donc par vider leur compte en banque pour créer la société et Spotify est finalement lancé en 2008, d'abord sous Windows, puis 1 an après sous Apple. Et dès ses débuts, la plateforme cartonne et est donc rapidement déployée dans le monde entier, en Europe en 2010 et aux États-Unis en 2011. Et pourtant, malgré le déploiement de Spotify aux États-Unis en 2011 et toutes les négociations avec les maisons de disques, certains artistes n'ont pas souhaité que leur contenu soit présent sur l'application, et c'est par exemple le cas de Taylor Swift. Car en 2014, elle refuse que son nouvel album 1989 soit présent sur Spotify, car selon elle, la plateforme ne rémunère pas assez les artistes. Elle décide donc de boycotter toutes les plateformes, que ce soit Deezer, Tidal ou Spotify.
Seul contre tous, Taylor n'en démord pas et réussira à faire plier ses plateformes et donc à revoir leur rémunération. Et ce n'est que 3 ans après que sa discographie sera de nouveau présente sur ses applications. Je vous grossis l'histoire qui est beaucoup plus complexe que ça, mais en tout cas sachez que Taylor Swift a joué un rôle très important dans le streaming musical, surtout au niveau de la rémunération. Et vous allez voir que la rémunération de ce genre de plateforme, c'est souvent un sujet qui fâche. Les années passent et Spotify prend de plus en plus de valeur et cette plateforme devient incontournable. Et en fait, elle est devenue incontournable parce qu'on l'a vu au fil des années, le streaming illégal, c'est devenu de plus en plus difficile, comme le piratage. Moi, la première à l'époque qui téléchargeait tous mes films ou toutes mes musiques, maintenant c'est devenu très compliqué et j'ai fini par avoir un abonnement Netflix ou un abonnement Spotify. En 2018, l'entreprise entre en bourse et intègre le groupe fermé des licornes qui représente les entreprises ayant moins de 10 ans, étant valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Et en 2023, Spotify compte plus de 200 millions d'utilisateurs premium et presque un demi-milliard d'utilisateurs en général, tout en étant présent dans plus de 150 pays et en gardant sa place de numéro 1 des plateformes de streaming musical, malgré de nombreux concurrents comme Deezer ou Apple Music. Mais pourtant, pour beaucoup, la volonté de Daniel Ek et de Martin Lauritsen, qui était de démocratiser la musique, n'a pas vraiment été respectée. Car aujourd'hui, la rémunération Spotify est considérée comme insuffisante pour les artistes. Pour être honnête, c'est difficile aujourd'hui de savoir combien un artiste gagne par écoute, car certaines sources parlent de 0,03 centimes, d'autres vont parler de 0,3 centimes. J'ai fait mes recherches, les sources disent des choses à chaque fois différentes, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'elles s'accordent pour dire que la rémunération est vraiment insuffisante. Car en gros, aujourd'hui, c'est seulement les grosses pointures de l'industrie musicale qui vont gagner de l'argent, alors que c'est entre guillemets celles qui en ont le moins besoin. Mais quand même, aujourd'hui, Spotify reste un outil populaire pour les artistes qui souhaitent partager leurs œuvres, que ça soit des musiques ou des podcasts. Mais en tout cas, ça ne permet pas une source de revenus assez importante pour permettre à ces personnes de gagner leur vie. Et c'est comme ça que se termine cette histoire, l'histoire de Spotify, histoire un peu différente de d'habitude. J'ai pas l'habitude d'explorer les histoires d'entreprises, mais en tout cas je trouvais cette histoire hyper intéressante, surtout le passé de Daniel Ek, genre le mec crée des sites internet à 14 ans. Voilà, que faisiez-vous à 14 ans? Ça m'intéresse. Si vous avez un abonnement Spotify, il y a la rétrospective 2023 qui est sortie là récemment, début décembre. Ça m'intéresse. Voilà, je fais partie des gens qui sont intéressés de savoir ce que les gens écoutent. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quels sont vos top artistes. Moi évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir un bac+5 pour savoir que mon top artiste c'est The Weeknd, évidemment. En attendant, comme d'habitude, vous pouvez me suivre sur les réseaux, oxa-YTB, et bien évidemment vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.